Le théorème de la limite de la dérivée est un théorème d'analyse réelle sur les fonctions définies sur des intervalles, des fonctions qui sont évidemment dérivables. Et c'est un théorème un peu de niche, c'est-à-dire qu'il est utilisé dans certains contextes seulement, mais il est assez important, il est assez technique, mais une fois qu'on a bien compris comment on fonctionne, il est normalement assez facile à utiliser. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter dans un premier temps un premier énoncé, qui est ce qu'on appelle couramment le théorème de la limite de la dérivée. Ensuite, je proposerai un deuxième énoncé qui est un petit peu différent à la fois dans les hypothèses et dans les conclusions, mais c'est généralement sous cette forme qu'on l'utilise. Et ensuite, je donnerai un exemple d'utilisation de ce théorème dans un exercice vraiment extrêmement standard, on va dire le cas d'application typique de ce théorème. Et pour ce cas d'application, j'utiliserai justement le deuxième énoncé. Donc voici le premier énoncé. Donc au départ, on se place sur un intervalle. Non trivial, ça signifie un vrai intervalle, il n'a pas juste un point, c'est pas l'ensemble vide. On prend une fonction f définie et continue sur cet intervalle à valeur dans R. Donc pour le moment, je n'ai pas encore parlé de la dérivabilité, c'est l'hypothèse suivante. Mais pour le moment, on suppose que la fonction est définie partout. Ensuite, on prend un élément petit a de i. Ça peut être une borne, ce n'est pas forcément une borne. Et on suppose que la fonction est dérivable en tout point, sauf peut-être en a. Alors attention, il ne faut pas se tromper sur ce que ça signifie. On n'est pas en train de supposer que f n'est pas dérivable en a, puisque justement le but du théorème, c'est d'arriver à la conclusion que f est dérivable en a aussi. Donc à ce stade, on sait que f est continue partout. On sait qu'elle est dérivable partout, sauf que pour le moment en a, on ne le sait pas. Et le but, c'est de démontrer qu'elle est dérivable aussi en ce point. Et l'hypothèse supplémentaire qu'on fait, c'est que la fonction f' admet une limite L en a. Et donc dans ce cas, le taux d'accroissement en a admet cette même limite L. Et dans le cas où la limite est finie, ça donne donc la dérivabilité de f. Mais il faut avoir en tête le fait que si cette limite est infinie, ça donne aussi que ce taux d'accroissement a une limite infinie, ce qui donne une tangente verticale. Même chose bien sûr avec une limite moins l'infini. Attention toutefois, il n'y a pas de théorème d'absence de limite de la dérivée, c'est-à-dire qu'il est tout à fait possible que f' n'ait pas de limite en a, et néanmoins que le taux d'accroissement possède une limite. Donc il ne faut pas mélanger les choses, ça n'est pas exactement la même chose. F' peut ne pas avoir de limite en a, tout en ayant l'existence du nombre f' de a. Il se peut que f soit dérivable en a, sans que f' soit continu en a. Évidemment, dans le cas où f est en particulier, ce que je vais ajouter ici, en particulier, f' est continu en a, puisque ce qu'on observe, c'est que la dérivée de f en a, le nombre dérivé, c'est égal à la limite de f' au point a. Donc ça prouve, sous ces hypothèses, qu'en plus f' est continu, non pas petit a, mais en petit a. Et c'est ce qui va mener au deuxième énoncé, cette notion de continuité. Quand on a une dérivée qui est continue, ça amène la notion de fonction de classe C1. Et je vais donc montrer cette variante. Il y a déjà une première variante de l'énoncé. Précédemment, j'avais pris des fonctions à valeur dans R. Et maintenant, même énoncé avec une fonction à valeur dans C. Le fait que la fonction soit à valeur réelle n'est pas essentiel pour que la propriété soit vraie. Pour une fonction donc avec les mêmes hypothèses mais à valeur dans C, il y a la même chose. Donc si le taux d'accroissement possède une limite finie, parce qu'on ne parle pas de limite infinie pour des fonctions à valeur complexe, dans ce cas-là, f est dérivable en ce point, et cette limite, c'est f' de a. Donc pourquoi est-ce que j'ai mentionné d'abord l'énoncé pour les fonctions à valeur réelle ? Eh bien pour deux raisons. La première, c'est que dans ce cas-là, il y a aussi un énoncé pour les limites infinies. Énoncé qu'on a rarement l'occasion d'utiliser. La plupart du temps, on l'utilise avec des limites finies. Et la deuxième raison, c'est que quand on démontre ce théorème, que ce soit la première version à valeur réelle ou la deuxième version à valeur complexe,
De toute façon, on commence par la version à valeur réelle parce que la démonstration de ce théorème utilise le théorème des accroissements finis. En effet, le théorème des accroissements finis permet d'écrire donc dans le cas où f est à valeur réelle, ce qui est une hypothèse importante du théorème des accroissements finis. Donc, le taux d'accroissement peut être écrit sous la forme f' d'un élément C indice x, élément qui dépend de x et qui est compris entre petit a et petit x. Et on montre que quand x tend vers a, C indice x tend vers a, lui aussi, ce qui est simplement le théorème des gendarmes. Et ensuite, par composition de limite, ceci tend vers L. Donc là, je viens de résumer, c'est pas très rigoureux, mais il y a moyen de démontrer rigoureusement ce que je viens de raconter, qui est que, donc, en s'appuyant sur le théorème des accroissements finis, ce quotient tend vers cette même limite petit l, et ce, dans tous les cas, peu importe que cette limite soit finie ou infinie. Mais là où je voulais insister, c'est que le théorème des accroissements finis, que j'utilise pour obtenir une expression de ce type, utilise le fait que f soit à valeur réelle. Et quand on veut démontrer la version complexe, eh bien simplement on applique ce théorème à la partie réelle de f et à la partie imaginaire de f, et tout marche exactement de la même manière au niveau des conclusions. Passons maintenant au deuxième énoncé du théorème. Dans cet énoncé, je commence de la même manière. Je suppose que f est défini et continu sur i, à valeur complexe, ça inclut le cas où elle est à valeur réelle. Mais cette fois, au lieu de supposer que f est dérivable sur l'intervalle privé de a, je suppose qu'elle est de classe C1. Et à ce moment-là, ce qui nous manque, c'est la dérivabilité de f au point A et la continuité de f' au point A. Et en ajoutant donc l'hypothèse que f' admet une limite finie petit l au point A, d'après ce qu'on a vu, f est dérivable en petit a et f' est continu en petit a, donc ça prouve que la fonction f est de classe C1 partout sur l'intervalle i. Bon, et par ailleurs, la dérivée vaut ceci. Et c'est généralement sous cette forme qu'on utilise cet énoncé, car ce qu'on cherche à démontrer en général, c'est que la fonction est de classe C1. Et si on cherche à faire ça, c'est pour pouvoir, souvent, utiliser une intégration par partie. Appliquer une intégration par partie à cette fonction f. On va voir un exemple d'utilisation de ce théorème sur un exemple précis. J'ai pris une fonction définie de la manière suivante. Donc f est définie de R dans R par la valeur 1,5 en 0 et cette expression ailleurs qu'en 0. Donc 1 sur x moins 1 sur exponentielle x moins 1. On peut voir que cette expression n'est pas définie pour x égale à 0, puisque les deux dénominateurs s'annulent. Maintenant, donc, on va vérifier qu'avec cette valeur choisie en 0, la fonction f est de classe C1, et ce, en appliquant le théorème de la limite de la dérivée. Donc, ce qu'on a à démontrer, oula, tiens, il y a une petite erreur ici, j'ai mis la classe C infinie, il s'agit bien sûr de la classe C1. Bon ben voilà, c'est là qu'on voit que la vidéo est réalisée sans trucage, je corrige les fautes de frappe au fur et à mesure. Donc première chose, vérifier qu'on a la classe C1 partout ailleurs qu'en 0. Ça c'est directement l'application des théorèmes, j'expliquerai rapidement comment on peut justifier ça, mais c'est vraiment juste l'application des théorèmes généraux. Ensuite, on est censé montrer que la fonction f est continue sur R. On sait déjà qu'elle est continue sur R étoile puisqu'elle est de classe C1. Il y a juste à vérifier la continuité en 0, ce qui va utiliser un développement limité. Et enfin, il reste à vérifier que f' admet une limite finie en 0, ce qui est le point tournant, enfin bref, le point important, le point fondamental dans le théorème, et ça permettra de conclure que f est de classe C1 sur R tout entier, ce qui permet après, si on en a envie, d'utiliser cette fonction f dans une intégration par partie. Et je vais ajouter que je connais des exercices dans lesquels on a besoin précisément de cette fonction dans une intégration par partie. Ok, on va commencer donc par cette première vérification.
Donc pour ça, vérifier que f est de classe C1 sur R étoile. Évidemment, la valeur en 0, on s'en moque. C'est sur R étoile qu'on travaille avec cette expression. Eh bien, tout simplement, on fait la différence de deux fonctions de classe C1. Et comment est-ce qu'on justifie ça? Eh bien, à chaque fois, on fait un quotient de deux fonctions de classe C1. Le dénominateur ne s'annule pas. Et puis voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Ces fonctions sont de classe C1, valeur non nulle. Donc leurs inverses sont de classe C1 sur R étoile. Par différence, la fonction est de classe C1. Et c'est plié. Donc la première vérification est faite. Voilà, c'est coché. Maintenant, un petit peu plus de travail. On va vérifier que f est continu en 0, ce qui revient à dire que quand on prend cette expression et que dedans on fait tendre x vers 0, on doit obtenir la valeur en 0, c'est-à-dire 1,5 comme limite. Et pour ça, quand on veut obtenir ceci avec une telle forme indéterminée, on commence par mettre au même dénominateur. Donc on met les deux fractions au même dénominateur, ça donne ceci. Évidemment, si vous voulez vérifier les calculs, vous les faites sur votre feuille, vous mettez la vidéo en pause. Je pense que je ne vais pas vous apprendre à comment on suit une vidéo. Et maintenant, comment obtenir la limite de ce quotient? Eh bien, on trouve un équivalent à la fois pour le numérateur et le dénominateur. Pour le dénominateur, c'est facile, puisqu'on sait que les équivalents marchent bien par produit. X est équivalent à x, il n'y aura pas plus simple. Exponentielle moins 1 est équivalent à x, c'est un équivalent de référence. Donc, le dénominateur est équivalent à x carré. Et si on veut espérer montrer que le quotient tend vers 1,5, eh bien logiquement, on doit trouver que le numérateur est équivalent à x carré fois 1,5. Donc, on doit trouver un équivalent de l'ordre de x carré pour le numérateur, et ça suggère de faire un développement limité à l'ordre 2. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, développement limité de ceci à l'ordre 2, et ça va aller très vite, puisqu'on connaît le développement limité de l'exponentielle. Et ce développement limité, je l'ai rappelé. Bon, bien entendu, il faut le connaître à tout ordre. Ça commence comme ceci, et ça va jusqu'à x puissance n sur factoriel n, plus petit o de x puissance n, si on va voir jusqu'à l'ordre n. Le tout, bien sûr, quand x tend vers 0. Donc on connaît ce développement limité, on soustrait la partie 1 plus x, il reste x carré sur 2 plus petit o de x carré, et je rappelle que quand on a une expression de la forme terme plus petit o de ce terme, eh bien ça signifie que ceci c'est négligeable, donc notre quantité est équivalente à ce terme devant lequel on a négligé le reste. On en déduit donc que cette expression, celle qui apparaissait au numérateur, est équivalente à x carré sur 2 quand x tend vers 0. Et on va revenir donc à notre expression de la fonction f. On avait obtenu cette expression. Les équivalents, on peut les passer au quotient. Le numérateur est équivalent à x carré sur 2. Le dénominateur est équivalent à x carré. Donc f de x est équivalent à ce quotient qui est égal à 1,5. Et quand on a quelque chose d'équivalent à un nombre, eh bien ce nombre est en fait une limite. Ça signifie que f de x divisé par 1,5 tend vers 1. Donc ça signifie que f de x tend vers 1,5. Donc f a la limite 1,5 en 0. Or, cette limite cf de 0, c'est exactement la continuité de f en 0. Et on a validé la deuxième hypothèse du théorème. Donc voilà, ça on l'avait fait tout à l'heure. La deuxième hypothèse est validée. Il nous reste à vérifier ce qui est donc le point crucial dans ce théorème. Montrer que la dérivée admet une limite finie en 0. Et ça nous donnera donc en même temps la dérivabilité de f en 0. Et on pourra conclure. Donc pour ça, pour montrer que f admet une limite, que f' admet une limite en 0, on commence par calculer la dérivée de f ailleurs qu'en 0. Donc je vous laisse vérifier. Bien évidemment, c'est plus intéressant si vous commencez par faire la dérivation vous-même. Ça vous entraîne un petit peu. Voilà l'expression. J'ai mis au même dénominateur, exactement comme tout à l'heure. Si on veut lever l'indétermination, ceci tend vers moins l'infini, ceci vers plus l'infini. Si on veut lever l'indétermination, on a besoin de mettre au même dénominateur.
Là encore, on a directement un équivalent du dénominateur, à savoir x puissance 4. Donc, on a besoin d'obtenir un équivalent du numérateur. On s'attend à ce qu'il soit de l'ordre de x puissance 4, donc on va faire un développement limité à l'ordre 4. Et pour faire le développement limité de cette quantité, je vais le faire séparément pour ça, et je vais en profiter pour faire un petit rappel de méthode. Premier rappel de méthode, je veux un reste en petit o de x puissance 4 pour toute cette quantité dans laquelle il y a x carré et exponentielle x. Et vous voyez que x carré est en facteur. Donc si je veux du petit o de x puissance 4 à la fin, il me suffit pour exponentielle x d'aller jusqu'au reste en petit o de x carré. Quand je développe, ça fait x carré ici, x au cube ici, x puissance 4 sur 2, et ici, x carré fois petit o de x carré, ce qui peut se réécrire petit o de x puissance 4. Et si vous avez du mal à voir pourquoi c'est vrai, je rappelle que j'ai une vidéo complète dédiée aux définitions, aux règles de calcul, à la manière dont on manipule toutes ces relations de comparaison, le grand O, le petit o et les équivalents. Voici donc comment on a obtenu le développement à l'ordre 4 de cette partie-là. Bien entendu, si vous avez développé jusqu'à l'ordre 4 ce qu'il y a dans la parenthèse, ça va marcher aussi, mais il faudra penser à tronquer tout ce qui dépasse le x puissance 4. Maintenant, on va élever ceci au carré. Enfin, on va prendre exponentielle x moins 1 le tout au carré. On va le développer là aussi à l'ordre 4. Et pour ça, eh bien, j'ai été un petit peu bourrin. Je n'ai pas appliqué l'identité remarquable a carré plus b carré. Et pour cause, ce n'est pas juste a plus b qui est au carré, c'est plutôt a plus b plus c plus d. Et ça, c'est moins classique de le développer quand c'est au carré. Alors, cette fois, on peut observer que dans la parenthèse, j'ai mis jusqu'à petit o de x puissance 3. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le but, c'est d'avoir petit o de x puissance 4. Tout à l'heure, je suis allé jusqu'à x carré. Là, je vais jusqu'à x au cube. Alors, comment est-ce qu'on sait jusqu'où on doit aller? Ben, la réponse, c'est que tout ce qui est là-dedans, ça va être multiplié par tout ce qui est là-dedans. Et alors, donc nous, on veut que la précision soit petit o de x puissance 4. Et quand on va multiplier tous les termes qui sont là-dedans par le petit o qui est là-dedans, il faut que le moins précis qu'on néglige soit petit o de x puissance 4. Et là, vous pouvez voir que ça va marcher. Quand je vais effectuer x fois petit o de x au cube, ça donne petit o de x puissance 4. Si je fais x carré fois petit o de x au cube, ça fait petit o de x puissance 5. Et petit o de x puissance 5, c'est plus petit que petit o de x puissance 4. Et vous savez que quand on a plusieurs incertitudes, on ne garde que la plus crue, la moins précise. C'est l'incertitude qui va absorber les incertitudes moindres. C'est la plus grosse incertitude qui l'emporte en quelque sorte. Donc ça va être injecté là-dedans. Et pour les termes suivants, c'est la même chose. Lui, il donne du petit o de x puissance 6. Lui va donner aussi du petit o de x puissance 6. Et tout ceci passe dans la poubelle commune qui est le petit o de x puissance 4. Et vous voyez que si je m'étais arrêté avant, si j'avais fait ceci fois ceci, eh bien en développant, j'aurais obtenu x fois petit o de x carré, ça aurait donné du petit o de x puissance 3, et ce terme aurait parasité mon développement limité, il aurait ruiné la précision souhaitée. Il m'aurait empêché d'atteindre la précision souhaitée qui est petit o de x puissance 4. C'est-à-dire que les termes qui sont là auraient été absorbés là-dedans et on n'aurait pas vu assez clair pour le calcul qu'on veut faire. Donc, alors, au bout du compte, j'ai dit pourquoi ça marche et pourquoi autre chose ne marche pas. Mais comment est-ce que je fais pour décider que quand je fais ce calcul, je mets le petit o de x au cube? Eh bien, la réponse, c'est que le membre qui est là, son terme prépondérant, c'est x. Et donc, c'est lui qui va donner le produit le moins précis quand je multiplie par tous les termes là-dedans. Et donc,
Puisqu'à la fin, je veux petit o de x puissance 4, et que j'ai x en facteur, eh bien c'est logique de le multiplier par petit o de x puissance 3. Donc comment est-ce que j'ai su que je devais m'arrêter à petit o de x puissance 3? La réponse c'est parce que je multiplie par x, et que je veux à la fin petit o de x puissance 4. Alors bien sûr, on pourrait se dire, ouais, ça a l'air compliqué, je vais mettre tout jusqu'à petit o de x puissance 4, et puis je vais développer, puis je vais tronquer. Et objectivement, c'est une méthode qui marche. Mais c'est une méthode qui marche moins bien si on ne se contente pas de multiplier et qu'on fait des divisions. Et là, on a intérêt à se méfier, parce que si on fait des divisions, on risque de ne pas aller assez loin. Je pense que la vraie bonne manière de raisonner, c'est quel va être le terme le moins précis quand on a multiplié, quand on a simplifié, etc. C'est vraiment comme ça qu'on détermine jusqu'où c'est le plus efficace, et en étant à la fois efficace et suffisant. Bref, voilà pour l'explication de pourquoi j'ai ça et ça. Maintenant, comment est-ce que je développe ça? Eh bien, là, je vous ai donné le résultat complètement développé, complètement simplifié, mais ce n'est pas comme ça qu'on présente les choses de manière lisible. Alors, comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on va développer. D'abord, je vais développer x fois la parenthèse de droite, donc ça va faire apparaître x carré, plus x au cube sur 2, plus x puissance 4 sur 6, plus petit o de x puissance 4. Donc ça, c'est x fois tout ça. Maintenant, je vais prendre une autre couleur, je fais faire x carré sur 2 fois tout ça. Et le premier terme que j'obtiens, c'est x carré sur 2 fois x, ça fait x au cube sur 2. Eh bien, figurez-vous que je vais l'aligner verticalement avec le précédent terme en x au cube. C'est le meilleur moyen de simplifier les calculs, de présenter les calculs de manière à être lisible. J'aligne verticalement les termes du même ordre. Ensuite, ça fois ça, ça fait du x puissance 4. Plus précisément, ça fait x puissance 4 sur 2. Ça fois ça, ça fait du x puissance 5. Tout le x puissance 5, etc., ça passe là-dedans. Donc, je n'écris rien de plus. Allez, ligne suivante, je vais multiplier x au cube sur 6 par tout ça. Je vais d'abord obtenir un terme en x puissance 4, qui va être x puissance 4 sur 6. Et puis, tous les autres termes vont passer dans le petit o. Et à la fin, donc, je fais la somme. J'ai mon x carré ici. Ça donne x au cube. Tout ça, ça donne le 7/12 de x puissance 4. Notez que je peux être plus malin. Si je me souviens qu'à la page précédente, j'avais un x puissance 4 sur 2 et qu'à la fin, on va faire une soustraction. Si je fais un petit peu attention à ça, je peux tout simplement me dire que ce terme-là, il va être simplifié plus tard. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, mais mon coefficient est complètement faux en plus. Ce 7/12 est faux. Vraiment, rien ne va. En fait, c'est 1/2 plus 1 tiers, ce qui fait évidemment 5/6 et pas 7/12. Mais je vais le laisser sous la forme 1/2 plus 1 tiers, ça sera plus simple pour la simplification plus tard. Voilà, donc ça évite de faire des erreurs. Il faudra que je corrige aussi mon document. Donc, au bout du compte, voici mon bilan extrêmement raturé. Donc, les deux termes qu'on soustrait dans le numérateur, j'ai obtenu ça, je soustrais. Il me reste moins x puissance 4 sur 3 plus petit o de x puissance 4. Encore une fois, machin plus terme négligeable, c'est équivalent à machin. Donc, le numérateur de la fraction qu'on obtient dans l'expression de la dérivée est équivalent à moins x puissance 4 sur 3. Je reprends l'expression qu'on avait, voilà ce qu'on avait obtenu. Quand x tend vers 0, on obtient l'équivalent moins x puissance 4 sur 3 au numérateur, x puissance 4 au dénominateur, on simplifie, ça fait moins 1 tiers. F' de x est équivalent à moins 1 tiers, on en déduit que f' admet la limite moins 1 tiers en 0. Et à ce moment-là, on a coché toutes les cases de ce qui avait vérifié pour appliquer le théorème. La fonction f est de classe C1 sur R étoile, c'est-à-dire R privé du singleton 0. En 0, on a vérifié la continuité. En 0, on a vérifié que f' possède une limite finie. Et par le théorème de la limite de la dérivée,
on peut conclure que la fonction f est de classe C1 sur R, et si jamais on en a besoin, on peut même ajouter que f' de 0 vaut moins 1 tiers, mais tout dépend de quelle est la question. Est-ce que la question est une question purement qualitative, savoir que la fonction f est de classe C1, ou est-ce qu'on a besoin de connaître la valeur de la dérivée en 0, parce que ça pourrait intervenir dans un calcul ultérieur. En tout cas, si c'est juste de montrer que f est de classe C1, pas la peine de mentionner ça dans la conclusion. Je ferai prochainement une autre vidéo dans laquelle je montrerai un autre exemple d'utilisation, mais cette fois pour montrer qu'une fonction est de classe C infinie.